Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Ce n'est pas tous les jours qu'on assiste au lancement d'une nouvelle marque de VTT, et la marque dont on vous parle aujourd'hui c'est Score. C'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme qu'on découvre la vision d'un groupe de personnes et leurs propositions sur un marché du cycle qui prétend parfois avoir tout vu. Dans ce nouvel épisode du Lunch Ride, on retrouve Mariano Schäfer et Bastien Feder, deux des personnes qui sont à l'origine de cette nouvelle marque venue tout droit de Suisse. Avec Mariano, l'ingénieur derrière les vélos présentés au lancement, on évoque comment un projet personnel s'est transformé petit à petit en une marque à part entière. Il nous raconte comment la petite équipe de Score a fait le choix de s'émanciper des tendances actuelles de l'enduro pour proposer un vélo qui n'est pas moins intéressant pour autant. Et vous l'entendrez, on retrouve une bonne partie de l'identité de Mariano dans ses vélos, et pas mal de passion aussi. Dans un second temps, on retrouve Bastien qui nous parle de la naissance de la marque Score. D'abord au sein de la marque BMC, avant de s'émanciper de devenir une start-up dans le groupe BMC. Aujourd'hui, Score bénéficie d'une très grande liberté tout en continuant de bénéficier de la force du groupe. Lancer une marque en 2021, ça n'a rien de simple et Bastien nous explique comment Score compte s'y prendre pour convaincre d'adhérer à leur vision. Avant de leur laisser la parole, je remercie encore Mariano et Bastien d'avoir accepté de s'enfermer dans un fourgon en plein été et en plein soleil pour discuter de tout ça. Je vous laisse découvrir nos échanges et j'espère que ça vous plaira. Bienvenue Mariano. Salut. Et je suis très content de pouvoir discuter un petit peu avec toi pour le lancement de Score, donc une nouvelle marque de vélo. Et dans le paysage des marques de vélo, on a pas mal de choses. On a plein de petits artisans qui font leur propre vélo et ce qui fait vraiment la richesse de tout ça. C'est top. Il y a les grosses majors que tu connais aussi qui proposent des grosses gammes de vélos, mais avec une souplesse qui est parfois un petit peu plus difficile à avoir. Et avec Score, vous vous positionnez un petit peu entre les deux, avec le côté plein de liberté pour pouvoir créer ce que vous voulez, et en même temps vous avez un petit peu de support qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin en termes de production, en termes de pas mal de choses. Et c'est ça que j'aimerais bien discuter un petit peu avec toi, parce que chez Score, tu as un rôle un peu particulier. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ouais, je m'appelle Mariano Schäfer. Donc je suis l'ingé qui a développé les Scores qui vont être lancés ou qui seront lancés au moment où ce podcast sortira. Voilà, exactement. Donc ça fait à peu près 3 ans que je bosse sur ces projets-là. Et puis on est un peu plus dans l'équipe. Je pense que j'ai à la fois le rôle d'ingé de développement du vélo, et puis aussi dans l'équipe qui a un peu défini Score ou aidé à définir un peu ce que Score devait devenir ou ce que ça pouvait être. On était un peu moins de 10. Et puis j'ai aussi participé à ça. Mais Score au départ, c'est né comment ? Comment est-ce que c'est né cette idée d'ailleurs ? Alors l'idée, en fait, voilà, moi je pense que à l'intérieur de BMC, on était un groupe de personnes qui, d'une part, aimaient vraiment le VTT, et aussi le gros VTT, ce qui ne matche pas forcément parfaitement avec l'image de BMC, ce qu'on connaissait jusqu'à là. Et aussi, et ça se sent assez fort, c'est une équipe de personnes qui n'étaient pas du tout orientées vers les mêmes objectifs en termes de sport. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans la performance, on est plus dans le plaisir, dans le partage. Et du coup, voilà, on a commencé à rêver un peu à notre vélo comme on n'en avait plus. Donc on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire. C'est vrai qu'il y a un petit trou dans la gamme où il n'y avait plus vraiment de vélo d'enduro ou de vélo à un plus gros débattement, quoi. Voilà, ouais, c'était même plus un trou, c'était vraiment la fin un peu de la gamme. Il y avait un peu ces vélos-là ont disparu. Et nous, ça nous manquait parce que c'est ce qu'on roule. Donc du coup, on avait un peu ce problème-là. Donc avec une autre personne, vous êtes mis à bosser dessus, c'est ça ? Ouais, en gros, ça a commencé, je pense, principalement avec le designer, avec qui on a commencé à regarder qu'est-ce que ça serait un vélo qui nous plaît à nous vraiment. Assez vite, on était 3 avec Antoine le PM, donc Product Manager. Et ouais, on a commencé un peu à définir un vélo qui nous plairait, sans forcément répondre à une attente de qui que ce soit. Mais c'était vraiment pour nous. C'était un projet perso, quoi, au départ. Ouais, c'était franchement un projet perso. Ça a commencé vraiment par faire un vélo qui roule bien, parce que ce qu'on avait, c'était plus trop au goût du jour, et on voulait chercher un peu plus loin. Et puis du coup, en même temps, ça, je pense, c'est vraiment la curiosité de toute façon propre au métier, je pense, d'aller comprendre un peu ce qui fait évoluer le vélo et vers quoi ça pourrait être intéressant d'aller.
Tu m'arrêtes si je me trompe, mais sur ton temps libre, t'allais découper des cadres qui existaient, t'allais changer les géométries, t'allais bidouiller des cinématiques, c'est ça? Ouais, alors ça c'est quelque chose qu'on fait, que ce soit sur le temps libre ou sur le boulot. On a un gros labo carbone et une belle CNC, et surtout un mec qui est assez doué derrière la CNC. Et du coup, on peut vraiment faire plein de choses. Parce qu'avec le carbone, on arrive à couper des cadres, les recoller. Bon, le mot coller, c'est un peu grossier par rapport au boulot. C'est un prototype, personne ne t'en voudra. Mais voilà, on peut vraiment modifier les cadres assez fortement. Et puis avec la CNC, on peut ajouter les pièces qui nous manquent en fait pour faire typiquement une cinématique. Ou en carbone, ça devient compliqué. Donc on a cette possibilité-là. Et donc je l'ai fait sur pas mal d'autres vélos. Mais sur celui-là, du coup, sur cet enduro qu'on était en train de se faire, voilà, encore une fois, c'était vraiment l'histoire d'avoir un vélo qui roule mieux pour moi-même et aussi, du coup, de chercher un peu, de comprendre ce qui fonctionne moins bien. Et puis, on avait déjà clairement l'idée d'avoir un vélo qui est joueur, parce que c'est ça qu'on cherchait. On n'est pas des racers, comme je le dis, on n'est pas trop orienté performance. Et on voulait un vélo qui répond vraiment à ces attentes-là. Et puis du coup, on a commencé à essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne vraiment bien pour passer. C'est ça qui est vraiment super intéressant, c'est qu'avec Score, vous partez d'une page blanche et vous pouvez faire globalement ce que vous voulez en termes de vélo, quoi. Et c'est vraiment cool d'entendre le discours que tu as, qui est on va pas forcément faire le vélo qui sera le plus rapide dans les mains d'un racer de WS. Par contre, on va faire un vélo qui va être fun à rouler pour la majorité des gens, quoi. Ouais, exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit peu. Je pense assez souvent, on assimile un vélo qui est pas le plus rapide du monde à un vélo qui est plus bas de gamme ou un peu moins bien, pour résumer un peu simplement. Et là, je pense c'est un message assez difficile à faire passer parce qu'on est dans un vélo qui est engagé. Clairement, c'est une géométrie, une cinématique qui est faite pour pouvoir vraiment rouler fort. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est pour un débutant ou la masse. On n'a pas du tout essayé de s'adresser à une masse. Mais par contre, on voulait un vélo qui permet vraiment d'avoir la confiance et le plaisir, mais tout en étant orienté sur autre chose que le chrono. On voit plein de marketing qui essaie de vendre la vitesse, le chrono, tout ça. Et finalement, moi, quand je parle avec mes potes, on n'est pas beaucoup à essayer de chercher les microsecondes à gagner. Et du coup, c'est vraiment plus un vélo pour... Sur quoi est-ce qu'on joue pour faire un bon vélo, mais qui est surtout fun? En quoi est-ce que vous allez vous différencier en termes de développement, en termes de radicalité même, par rapport à un vélo de course? Alors je pense qu'il y a déjà aller contre, justement, il y a vu qu'il y a souvent la tendance pour un peu toute l'industrie à aller vers de la perf. Il y a certaines idées qui passent assez bien, typiquement les bases longues, les points de pivot assez hauts, les high pivot bikes. Ouais. Ça, c'est des idées qui, je pense, qui passent bien dans le marketing parce que c'est facile à vendre, que c'est plus rapide, ce que je veux bien croire et je comprends tout à fait. Mais du coup, il faut aller un peu contre ces idées un peu du moment et typiquement raccourcir les bases, avoir une cinématique qui est pas du tout qui va pas dans ce sens-là, mais qui apporte à la fois du confort, mais c'est pas ça qu'on cherche le plus principal, mais qui cherche du répondant, mais tout en ayant suffisamment de confort pour pouvoir rouler longtemps. Une grosse journée en bike park ou autre sans que ça tape les pieds mais avoir le répondant pour que quand on mette de l'input dans le vélo ça réponde et on puisse jouer avec un vélo qui est un peu il y a des vélos qui peuvent être un peu morts. Ouais, t'as pas envie d'avoir un rail, même si ce rail va être très rapide dans le défoncer, toi t'as envie de pouvoir jouer avec ton vélo, c'est ça, le faire changer de ligne, exactement. Le faire sauter. Ni un rail ni un canapé, il faut que ça soit quelque chose de dynamique quand même. Et oui, moi typiquement on roule beaucoup dans le raid. Et j'aime bien que déjà j'ai la confiance dans le raid. Du coup on retrouve aussi, ça c'est assez l'angle qui est assez ouvert. Ça marche très bien dans le raid, ça marche aussi à haute vitesse. Donc ça donne vraiment la confiance dans le vélo. Et après, les bases courtes, typiquement c'est quelque chose qui à la fois sert sur les sauts. Moi j'adore sauter. Je viens du BMX, c'est quelque chose qui fait partie du VTT pour moi. Et il faut un vélo qui saute bien, qui a du pop. Et en même temps, dans le raid, quand on est dans une ligne, un vélo qui se positionne dans une ligne et qui va sur cette ligne et qu'on peut difficilement sortir,
je trouve on profite pas vraiment entièrement. J'adore rentrer dans un trail et puis arriver à chercher une petite ligne qui va bien, avec succès ou non, mais au moins le vélo permet vraiment de ressortir de sa ligne et puis d'aller chercher ce qui nous semble être un bon terrain de jeu. Et ces vélos, ils ont été développés et testés où ? Parce que ça fait partie de l'ADN du vélo, là, je pense que tu vas pas me contredire. Ouais, je pense que c'est... Oui, je pense que... Alors, on a essayé quand même de valider le fait que ça marche aussi ailleurs. Parce que justement, on était assez... sur des terrains qui sont assez... pas particuliers, mais ils sont... Voilà, c'est bien marqué. On est aux alentours de Bienne, Neuchâtel. C'est le Jura, Jura suisse. Et il y a pas mal de pentes, il y a pas mal de trails qui vont franchement dans la pente, des trucs assez sketchy, c'est plutôt technique et avec un peu d'engagement, donc la confiance aide, donc un vélo qui te supporte un peu, ça fait du bien. Et voilà, il y a pas mal de raids avec du technique, et puis il y a la ligne de saut de Chaumont qui est une des raisons pour laquelle j'ai trouvé que c'était cool aussi de venir dans la région, donc pour moi ça a une forte importance. Il y a un petit clin d'œil sur le vélo d'ailleurs. Exactement, ouais, sur les bases, on retrouve un peu la ligne de saut de Chaumont. Sur le protège-base. Sur le protège-base, ouais, exact, ouais, sinon ça fait un peu un truc bizarre. Donc ouais, ça c'est le petit clin d'œil, exactement. En termes de conception, vous sortez au lancement de la marque 2 vélos. Un vélo sans assistance, un vélo avec assistance, et les deux ont la possibilité d'être roulés en 160 ou en 140 mm de débattement. Est-ce que, sur la même plateforme, en changeant une biellette et la fourche et les pneus pour avoir 2 montages différents, c'est ça ? Voilà, l'amorto qui a une autre course, ouais. Donc on peut le faire soit en achetant un amorto, soit en le faisant préparer chez son préparateur de suspension. Même si... Est-ce que c'est 2 bons vélos en un, ou est-ce que c'est 2 compromis ? Est-ce qu'on peut faire 2 bons vélos sur une même plateforme ? Ouais, non, je pense que c'est vraiment 2 vélos distincts. C'est quand même marrant que tu ne dises pas le contraire. ouais, non, mais ça vient vraiment du fait que quand on joue à faire des prototypes, on prend souvent ce qu'on a. Ouais. Et puis du coup, on apprend à modifier juste ce qu'il faut pour réussir à gommer les compromis qu'on a dû faire pour arriver à ce qu'on voulait. Ça peut être fait soit en bricolant un peu simplement, soit en commençant à couper le cadre en faisant des pièces. Enfin voilà, il y a différents degrés pour réussir à effacer ce qu'on n'aime pas trop. Mais en faisant ça, je pense que c'est assez propre à tout ingé qui bosse dans le vélo. On apprend à comprendre quel changement a quel effet, et puis du coup à comment le contrer aussi. Et puis à force de faire ça pour la recherche, on va dire, quand il est venu la question de faire un vélo, c'était un nouveau projet, pas forcément une nouvelle marque à ce moment-là, on savait pas trop où on allait, mais on n'allait pas sortir une gamme entière d'un coup. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas envisageable. On était déjà content de pouvoir faire un vélo. Et du coup, de cette pratique de faire des modifications de vélo basées sur un seul cadre, je me suis dit mais on pourrait peut-être étendre un petit peu la gamme pour offrir un peu plus que juste un vélo, tout en n'ayant pas grand-chose à faire d'un point de vue technique pour y arriver. Et c'est pour ça qu'en gros on a le headset qui est donc le jeu de direction qui peut être modifié en angle. Ça c'est vraiment fait pour passer d'un vélo à l'autre avec le même cadre. Évidemment ça laisse au rider la possibilité de jouer avec s'il veut, mais l'idée de base c'était vraiment d'arriver à gommer les compromis que ça fait d'avoir 2 débattements. Et puis à l'arrière c'est fait avec l'amortisseur à course réduite. Ça aussi c'est ce qui est arrivé dans les dernières années où les fabricants d'amortos proposent des amortisseurs avec une course qui est déjà réduite. Et donc on a juste utilisé cette possibilité là pour faire facilement 2 débattements sans avoir trop de pièces à changer. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se développer dans l'industrie du cycle en général ? Ouais, je pense. Déjà c'est arrivé avant nous, on n'est pas les premiers. Et quand on regarde les vélos, il y en a déjà qui n'ont pas de compromis, c'est quelque chose qui fonctionne déjà, je pense. Et c'est une bonne technique pour faire plusieurs vélos, et que ça soit à la fois pour les sociétés, les marques, et pour le client qui, lui, peut peut-être changer de vélo s'il en a envie, même si c'est pas quelque chose qu'on fait en un claquement de doigts, mais quand même, finalement, on peut. Et je pense que du coup, il y a pas mal d'avantages pour tout le monde, et très peu de compromis, ou pas de compromis, quand c'est bien fait. Donc ouais, moi je pense que ça va continuer. Est-ce que c'est pas frustrant au lancement de Score, sur lequel tu travailles depuis plus de 3 ans, qu'au lancement tu es déjà en train de travailler sur la suite ? Ouais, bon ça c'est propre au métier je crois. Je sais, ouais. Mais quand même. Non, je crois pas que ça soit frustrant. Le seul risque des fois c'est qu'on puisse trouver le vélo presque déjà pas vieux, mais on s'est déjà habitué au vélo le jour où on le lance.
Là, je crois vraiment que c'est la fois où ça le fait le moins de ce que j'ai pu lancer comme vélo. Parce que c'est celui dans lequel il y a le plus de passion et toute l'équipe qui avons bossé dessus. On est super excités de lancer ce vélo et c'est un plaisir de voir du monde dessus. Et c'est vraiment quelque chose qu'on est super content de partager. Donc, non, là, c'est pas une question de développement d'un nouveau ou pas, c'est juste un grand plaisir de lancer ça. Même si vous avez une grande liberté de conception, de positionnement, de pas mal de choses avec Score, vous faites partie du groupe BMC et une bonne partie des éléments de Score arrivent de chez BMC. Vous avez encore accès à certains outils qui te permettent de continuer à bien développer les vélos. Sur quoi est-ce que tu te reposes justement pour bien travailler et ce qui va te différencier d'un artisan qui bricole tout seul dans son garage? Ouais, bon, il y a pas mal de choses, je pense. Et qui garantissent aussi que le vélo finalement est abouti et que c'est pas simplement un bricolage, quoi. Ouais, exactement. En fait, on a déjà le savoir-faire. J'ai pu avoir pas mal d'expérience en bossant déjà pour BMC. Ça, c'est de l'expérience que j'ai pris avec moi pour continuer les vélos. Donc, on évite pas mal de petits soucis déjà. On anticipe des choses. Et puis après, on a toute l'infrastructure et elle est assez énorme. Je pense déjà un gros point fort et on en profite. C'est donc à la fois ce labo qui permet à la fois de travailler le carbone et aussi l'alu pour pouvoir faire des protos assez incroyables. Après, on a le labo de test qui est en interne, chose que toutes les marques n'ont pas. Nous, du coup, on est une toute petite marque, mais on a déjà ce labo de test. Ouais. Donc là, c'est juste improbable. Et ça nous permet, typiquement, on a fait notre cintre aussi, en plus du vélo. On voulait un cintre qui nous plaise. Et à la fois le vélo et le cintre, on a vraiment pu les tester comme on voulait. En interne, ce qui fait qu'on a 100% de transparence, visibilité, compréhension. Et on a aussi ça aide beaucoup à mieux comprendre ce qui se passe et améliorer. Parce que le testing ne se passe pas loin de chez nous. Et donc on n'a pas seulement le résultat et un peu d'infos, on peut vraiment retester, tout faire comme on veut. Donc ça, c'est des infrastructures qui sont juste incroyables pour bosser. Vous bénéficiez aussi de la production et de... Et voilà, donc ça c'est pour la R&D vraiment. Et puis après, on a toute l'organisation du groupe BMC, à la fois production, contrôle qualité, logistique, et après marketing, vente, même si du coup nous on a une équipe qui est vraiment dédiée à Score, mais déjà le savoir-faire, les contacts, et puis aujourd'hui on avait 2 vannes, c'est des vannes qu'on a pu avoir aussi grâce à ça. Ouais. Il appartiennent au groupe. D'ailleurs on enregistre dans ce van où il fait environ 1000 degrés. Exactement, là je commence à suer, avoir 2-3 gouttes, c'est pas parce que j'ai la pression, c'est juste qu'il fait un peu chaud. Je vais écourter, dernière question. Quel est le plus beau compliment qu'on peut te faire après avoir roulé sur un des vélos que tu as dessiné? Bonne question. Je pense que la personne qui vient de rouler a eu du plaisir et a retrouvé justement un caractère que j'essayais de faire passer dans le vélo. Ça c'est un peu, là on a roulé quelques jours et on n'échange pas énormément parce que on vous laisse travailler aussi, mais quand on entend un peu des choses qui vont dans le sens de ce que j'ai essayé de faire passer, alors que le seul transfert à ce moment-là, parce que les présentations en plus on les a fait après, le seul transfert d'informations il s'est fait par le vélo, c'est la seule chose qu'on communique ou qu'on se passe. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on se dit que on n'est pas à côté de la plaque et qu'on a réussi à faire passer la sensation de ce qu'on aime. Et puis après, que ça plaise ou non, ça c'est à chacun de savoir. Mais au moins, on a réussi à faire passer le feeling et le plaisir qu'on avait. Donc ça, c'est cool. Trop bien. Merci Mariano. Merci à toi. Vous venez d'en apprendre un petit peu plus sur les vélos Score avec Mariano Schaeffer, l'ingénieur derrière les vélos Score. On change d'interlocuteur désormais avec Bastien Feder qui lui a davantage travaillé sur le côté commercial et communication et plus largement sur le lancement de la marque Score. En fait, on repart de zéro, un peu comme ce que vous avez fait avec Score. Ouais. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais vous êtes un petit groupe derrière cette marque. Là, on est près de Chaumont, en Suisse. C'est là où les prototypes ont été testés. Ouais. Mais avant de rentrer un petit peu dans les détails, est-ce que tu peux me dire un petit peu qui t'es et pourquoi on se parle aujourd'hui, quoi ? Ouais, alors tout simplement Bastien, comme tu viens de le dire. Du coup, moi, au niveau de la marque Score, je suis responsable côté marketing et aussi au niveau coordinateur, au niveau du côté sales. Donc développer tout le réseau de distribution et
pousser la marque à fond sur le marché. Donc t'as 2 beaux bébés ou 4 beaux bébés, si on peut considérer qu'il y a 4 vélos entre Exactement. tes mains, et il faut créer une légende autour de tout ça, et puis surtout que les gens finissent par les acheter, c'est ça? Exactement, t'as bien résumé. Ouais, ce qui va être cool, c'est de pouvoir discuter un petit peu avec toi et d'échanger sur la liberté que vous avez eue dans la création de cette marque, et aussi quels sont un peu vos challenges. C'est pas un secret, même si vous allez essayer de vous émanciper vraiment de tout ça, vous êtes tous un petit peu des éléments qui sont originaires de chez BMC, mais il y a eu, tu m'arrêtes si je me trompe encore une fois, une véritable création de marque, et maintenant vous êtes un petit peu des électrons libres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, C'est né comment cette histoire? de base, en fait, c'est né plus du côté produit sur vraiment un projet recherche, pas développement, mais vraiment recherche, parce que la marque BMC à l'époque n'avait pas de VTT à gros débattement, et donc il n'y avait pas forcément de pression non plus à devoir leur remplacer un modèle existant. Donc du coup, c'est principalement Mariano et puis Christophe, un autre collègue qui s'occupe du design industriel, qui ont commencé sur ce côté produit à explorer un peu à droite à gauche ce qui pouvait se faire, ce qui se faisait sur le marché, ce qui serait possible de faire. Et au fur et à mesure de ça, en fait, le groupe a un peu grandi. Donc on s'est retrouvé sur un groupe de 5 personnes qui, à travers la compagnie, qui occupaient différents postes. Donc on a encore Antoine qui est product manager, et puis Camille qui est plus sur le côté graphiste, et moi-même. Et du coup, on s'est retrouvé à vraiment pouvoir développer ce qu'on appelle ce groupe projet, où on est parti de rien pratiquement, et on a commencé à développer, à regarder sur le côté forcément le côté produit, mais aussi une fois que le produit il commençait à se dire on a quelque chose de pas mal entre les mains, on s'est dit effectivement ce serait con de le laisser juste là dans le garage, tu vois. Donc du coup on a vraiment développé derrière, réfléchi à différentes options d'arriver sur le marché, donc que ce soit vente, marketing et tout ça, et on a un peu rapporté ça au management du groupe BMC en soi. Et derrière, on a eu cette autorisation de continuer, parce que, encore une fois, il n'y avait pas de pression économique, effectivement, sur ce côté-là. Et du coup, c'est surtout que on a bien fait les choses, step by step, très doucement. Et ça s'est vite rendu compte, au bout d'un moment, que par rapport à l'orientation de la marque BMC, le produit et la manière dont on voulait le marketer ne rentraient pas dans cette philosophie-là. Donc on est parti dans l'autre direction, et puis on a décidé de créer l'aventure en créant une nouvelle marque. Et donc comment on lance une marque en 2021? Il y en a déjà 2-3 qui existent des marques. Ouais. Est-ce qu'il y a de la place encore? Il y a toujours de la place, je pense. Je pense que sur ce côté-là, c'est un challenge pour nous, c'est une aventure. C'est un peu tous comme on se retrouve à faire notre rêve, quoi, donc à réaliser notre rêve, c'est-à-dire créer une marque de VTT. Je pense que l'amener sur le marché de A à Z, on a tous un peu ce petit rêve derrière en tant que rider. Et pour nous, on a eu la chance de pouvoir développer ça. Et on est vraiment allé à fond, quoi. Donc maintenant on a mis les moyens et tout le reste derrière. Donc effectivement on a le support. L'avantage c'est qu'on a le support du groupe BMC en soi derrière. Mais tout ce qui est communication et tout le reste, on a vraiment shifté de l'autre côté. On sera 2 entités complètement différentes. Voilà. Il y a entité et identité. En quoi est-ce que votre identité est différente de BMC par exemple? Comment est-ce que vous avez envie de vous présenter? Alors, si je décris, on va dire, le côté BMC, ce sera plus sur le côté racing, vraiment performance. Nous, à la base, donc dans ce gros projet, nous, on fait du vélo pour du fun. Sur les 5, il y en a personne qui fait de la race ou n'importe. Tu vois, peut-être un enduro pour parier la bière de temps en temps, on va dire, mais c'est à peu près tout. Et du coup, nous, on a vraiment shifté sur ce côté-là, et ça se ressent même au niveau du produit, comme on l'a construit. C'est-à-dire, en fait, on veut un truc où on se fait les petits trains, on se fait des remontées en funiculaire, derrière, en shuttle, et puis on a le smile à la fin, et puis on partage une petite bière au bord du lac, tu vois. Et pourquoi ce nom? Pourquoi Score? Alors, il y a eu beaucoup de noms, on a réfléchi à beaucoup de noms, effectivement. Je pense qu'on avait une liste de pas loin de 150 noms que tout le monde a à peu près pris. Derrière, le gros pas qu'il y a à faire derrière en tant que créer une marque, surtout aujourd'hui, c'est faire gaffe au trademark,
parce que effectivement il y a déjà des ton noms nom qui sont soit déjà pris. enregistré et dans tous les pays. Exactement, c'est ça. Donc, et puis aussi on va dire la connotation du mot que tu peux avoir, du mot que tu as choisi, enfin du nom que tu as choisi pour la marque, peut avoir une connotation positive dans un pays et potentiellement une connotation négative dans d'autres pays. Donc il faut un peu faire gaffe à tout ça. Et en fait, on a travaillé donc avec un avocat spécialiste en trademark. Et parmi la liste, il y avait effectivement Score qui est revenu. Alors, ouais, c'est pas un secret non plus. Score, il y a une vingtaine d'années, c'était la première marque d'accessoires du groupe BMC. Quand je dis accessoires, c'est des potences, des cintres, des tiges de sel. Et ça a été abandonné au tout début des années 2000. Mais du coup, le groupe BMC possède toujours en fait le nom de ça. Donc effectivement, voilà, ça a été un choix sur une start-up d'avoir quelque chose qui nous appartient déjà et en fait de ramener un nom mais avec quelque chose de complètement différent et dans ce cas-là, une nouvelle marque de gros vélos. Voilà. Vous aviez complètement les mains libres ? Ouais, c'est vraiment un avantage quand on y repense maintenant. Effectivement, c'est vrai que dans un groupe, tu as quand même une certaine pression économique aussi et tout ça. Donc ça aurait pu être beaucoup plus bridé. Mais merci encore au management du groupe ils nous ont laissé vraiment la porte ouverte parce que voilà, ils voyaient que on parlait le même langage, on savait ce qu'on voulait. Et il s'est avéré qu'au final, les 5 personnes parmi ce groupe projet, on occupait toujours tous des postes un peu, si tu les additionnes tous, en fait, on peut former une start-up, effectivement, parce que moi, je viens plus du côté commercial, marketing. On a, comme on disait, on a l'équipe produit, on a Camille derrière au niveau du graphiste et tout le reste, donc pour la com et tout le reste. Donc, ouais, on était assez complémentaires et tout ce qu'on a apporté, au final, c'est comme si on a créé la marque, donc voilà. Et au final, le management est juste venu nous dire, écoutez, c'est un super taf, les gars, et puis en fait, ce serait con de se priver de tout ça, donc allez-y, continuez, il n'y a pas de souci. Et tout n'a pas été tout rose quand même pendant ces 3 premières années. Quels ont été les challenges principaux pour vous ? D'une déjà, le premier gros challenge, c'est forcément convaincre en interne qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Parce qu'effectivement, c'était dans le groupe quelque chose où on n'était pas présent et qui ne gênait pas forcément. Ouais, il faut convaincre que ces vélos, ça va intéresser plus que vos 15 copains, quoi. Exactement, c'est ça. Comment vous faites pour ça ? On se base sur de la donnée qui est dispo derrière, parce qu'après, de la donnée qu'on trouve principalement un peu partout sur le net, parce qu'effectivement, nous, on partait d'une feuille blanche. On ne pouvait pas dire, OK, sur tel modèle, on a vendu un certain nombre de produits. Donc on est vraiment parti sur une feuille blanche et puis on a développé ça en faisant des scénarios. Je pense que j'ai passé, si je compile tout ça, je pense qu'il y a plus d'1 mois d'Excel dans ma tête à faire des macros, des simulations, si ça part comme ça, si ça part comme ça. Pour savoir si au-delà de vos envies, il y a vraiment des gens qui vont acheter ces vélos. Exactement, c'est ça. Et puis planification, pas que sur une année, quoi. C'est vraiment sur 3-5 ans, si on ajoute des modèles à la gamme, si ça tourne comme ça. Donc effectivement, et puis avec tout ça, on a réussi à convaincre vraiment le management. Et comme je disais avant, ouais, je pense qu'on est arrivé vraiment avec des données claires, nettes et précises. Alors bien sûr, tout est à prendre avec un point d'interrogation derrière, parce qu'il n'y avait pas de vérité à ce moment-là. Mais du coup, ça leur a donné confiance à nous faire confiance de plus en plus derrière et à développer la marque, quoi. Donc c'était votre challenge principal. Ça, oui, après, tu as toujours un peu du côté produit et tout le reste. Donc ça, je pense que tu en as discuté peut-être un peu avec Mariano. Effectivement, tu as toujours des challenges sur la création de produits. Et voilà, tout n'est pas rose. Il y a des trucs qui peuvent casser, on va trop loin, il y a des trucs qui ne marchent pas. Donc il y a tout ça. Après, derrière, effectivement, c'est aussi... on va dire la notion de timing aussi derrière. Voilà, on va dire, on n'a pas bossé ça pendant 6 mois. C'est pratiquement 3 ans de boulot dessus. Donc c'est surtout qu'on avait aussi dans les premiers temps nos jobs respectifs parmi le groupe BMC et on faisait ça en plus. Donc du coup toutes ces notions de timing, ça prend du temps, ça influe aussi derrière, tu passes un peu plus de temps au bureau de temps en temps. mais non, après effectivement il y a toujours des petits challenges à droite à gauche.
Mais je pense qu'on a réussi à vraiment tous les surmonter et à chaque fois prendre le positif derrière et à prendre la bonne direction. Et là, tu parles de timing. On est en 2021, on est en pleine crise Covid ou post-Covid, tout doucement. Est-ce que c'est une bonne année finalement, chose que vous n'auriez pas du tout pu prévoir il y a 3 ans en avance pour lancer un vélo? C'est clair que j'avoue, sur les simulations, je n'avais pas forcément mis ça dedans. Alors, lancer en 2021, alors je pense que ça a ses pour et ses contre. Parce que oui, effectivement, le marché du vélo tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est en plein essor, que ce soit sur le musculaire, sur l'e-bike, voilà. Derrière, après, ça peut être aussi une difficulté parce qu'effectivement, voilà, on connaît tous aussi un peu pour le sourcing des pièces derrière, et en tant que start-up, voilà. Même si à ce niveau-là, on bénéficie aussi de l'expérience du groupe BMC en soi, donc avec les acteurs de la supply chain et tout le reste où on peut bosser avec eux. Donc effectivement, si on avait été seul, complet, ça aurait été très compliqué d'accéder aux usines, aux créneaux de production. Tout à fait, exactement, parce que bon, là, tout le monde est à couteau tiré derrière pour avoir des pièces, donc si entre guillemets t'es une toute petite start-up derrière, il faut négocier avec des gros groupes comme Shimano ou SRAM ou plein d'autres, mais ouais, c'est où tu te places et puis derrière sur quel numéro t'es sur la liste d'attente, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Vous avez pu repasser un petit peu. Exactement. Donc sur la liste. Sur ça, c'est l'avantage d'avoir un peu une synergie à travers le groupe, c'est qu'on peut utiliser aussi des outils qui sont existants. Je pense que Mariano t'en a parlé aussi à travers le développement produit. Effectivement, on a il avait tout l'outillage nécessaire à disposition pour effectivement développer ce vélo-là aussi. Ouais. Donc la philosophie est différente, les moyens pour arriver à vos fins sont avec une autre philosophie, mais parfois avec les mêmes outils. Ouais. Et comment tu vas le toucher, ton public, maintenant? Comment tu as envie de toucher les gens qui ont potentiellement envie d'acheter un vélo en 2021? Ouais, comment ça se passe? Parce qu'il y a plein de belles idées. À l'heure où on se parle, on vient de découvrir les vélos qui viennent de voir le jour. Ouais. Mais maintenant, il faut les vendre. Et là, comment vous faites? Alors, effectivement, on a mis, en fait, pareil, j'ai bossé sur ça pendant plus de 2 ans à imaginer des solutions. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as différentes tendances entre aller chez le revendeur, le marché direct, le click and collect. Enfin, tu as plein d'orientations. Donc, tu as certaines marques qui font le choix de se centrer sur une orientation et pas sur l'autre, et ainsi de suite. Et nous, en fait, ce qu'on a décidé, c'est de se placer sur les 3. Vous avez fait le choix de pas en faire, quoi. Exactement. Alors, en faire, mais avec différentes orientations. Donc, en fait, déjà, au niveau de la zone géographique, parce on va travailler d'abord sur une zone géographique un peu restreinte, principalement par le fait que aussi, on est une start-up et on veut, même si on est une start-up, donner le meilleur support possible. Donc de temps en temps, le meilleur support possible, c'est aussi restreindre un peu la zone géographique pour vraiment donner ce meilleur support possible. Donc la zone géographique en question, on s'oriente autour de l'arc alpin. Donc l'arc alpin, ça va se développer en 5 pays. Donc la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Donc sur toute cette partie un peu alpine derrière, où on va distribuer nos produits. Et parmi cette région, on va avoir une 60aine de shops qui en ce moment même passent leur précommande. Du coup, c'est on va dire c'est double dose de boulot pour moi en ce moment, mais il n'y a pas de souci, ça fait partie de la start-up de toute façon. Et du coup, cette 60aine de shops va être répartie entre les différents pays que je citais. Et du coup, ça, c'est on va dire un premier canal pour un consommateur pour pouvoir acheter nos vélos, c'est passer directement par nos shops partenaires. Ensuite, on a un deuxième créneau qui est le click and collect. Donc ici, click and collect, nos futurs consommateurs, ils pourront acheter tout sur notre site internet, même des vélos complets. Mais les vélos complets, il faut savoir que ceux-là, donc quand je dis vélo complet, c'est un vélo, c'est pas juste le kit 4, c'est le vélo tout monté avec les fourches, la transmission, les roues et tout ça. Ça, par contre, du coup, les vélos complets seront livrables uniquement chez nos shops partenaires pour profiter de la monte et de l'expertise de nos partenaires. Et ensuite, après, on aura une troisième option où là, on va en fait commencer à faire
de l'envoi consommateur direct à la maison, et ça uniquement sur les kits cadres pour l'instant, parce que voilà, c'est tout neuf pour nous, mais où on expérience encore, mais après c'est un peu en backup avec tout ce qui est stock et tout le reste, donc il faut qu'on apprenne à gérer ça, mais au moins en fait on voulait vraiment directement se positionner sur tous les canaux possibles, voilà, pour donner cette totale liberté, comme nous on a un peu eu la liberté au niveau du développement, donner cette liberté aux consommateurs de venir à nous par tous les biais possibles. Et maintenant tout est prêt, il ne reste plus qu'un grand point d'interrogation. Est-ce que ça va marcher ? Allez, on se projette dans 6 mois, qu'est-ce qui te rendrait fier une fois que les premiers clients auront acheté leur vélo? Qu'est-ce que tu t'imagines ? D'une, pour répondre à la question, ça va marcher, ça c'est sûr. on a plein de confiance en nos produits. Et puis ce qui fera plaisir, c'est d'en voir de temps en temps rouler par-ci par-là un petit groupe de potes qui aura saisi l'idée derrière la marque, qui se retrouvera peut-être en nous, parce que effectivement sur la marque, nous c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en avant. C'est l'authenticité. On va dire, on va pas mentir, on va être totalement transparent, c'est parce que c'est nous-mêmes, c'est comme ça qu'on le voit. Et puis voilà, on espère que quelques bandes de potes adhèrent bien au message, et que moi derrière, quand je vais rouler soit en bike park, soit sur des trails, en shuttle, et que j'en vois quelques-uns à la suite faire le petit train dans les trails, s'amuser. Et puis pour moi, je pense que ce sera la meilleure, pour moi, et je parle pour tout le groupe aussi, ce sera la meilleure des récompenses, quoi. C'est vraiment que les gens auront compris ce qu'on essaie de développer, et en voir de plus en plus derrière. Au top. Bravo Bastien, merci, bon courage. Merci à toi Paul. Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur votejomag.com, au format papier sur Vojo Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux Lunch Rides.